Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur la quatrième vidéo pour analyser ces foncières cotées qui sont les REITs Net Lease. Évidemment, il en existe d'autres, hein, mais j'ai pris en tout cas les quatre que, en tout cas à titre personnel, je préfère, qui sont donc Realty Income, ADC, EPRT et NetRates. Concernant la vue d'ensemble du secteur des Net Lease, en fait, elle désigne un bail immobilier où le locataire prend en charge la majorité des coûts associés à la propriété. C'est ce qu'on appelait en France, en tout cas, le triple net, mais depuis la loi Pinel, donc 2014, on n'a plus ce petit triple net en question, notamment avec l'article 606. Et donc, on a aujourd'hui des charges qui sont pour le bailleur. En revanche, aux États-Unis, on a toujours ce système qui est en place où l'impôt foncier, l'assurance, l'entretien et la maintenance, tout est à la charge du locataire. Donc, c'est la forme la plus courante où le locataire assume la totalité des charges, offrant ainsi au propriétaire un flux de revenus qui est stable et qui est surtout prévisible. Surtout lorsqu'on va signer des baux sur de longues durées, plus de 10 ans, on va vraiment avoir une perspective, on va pouvoir vraiment anticiper les flux de trésorerie. C'est pourquoi sur les net lease, on a principalement les aristocrates du dividende, c'est-à-dire des sociétés qui versent aujourd'hui un dividende croissant sans interruption depuis plus de 25 ans. Concernant la taille, bon, on est quand même aujourd'hui sur une taille de marché qui est assez important, avec des secteurs qui sont fragmentés, hein, ça fait partie du jeu, une croissance de la pénétration des net lease qui arrive en Europe. Personnellement, je préfère qu'elle se concentre sur un marché de prédiction, notamment aux États-Unis, car on n'est absolument pas sur les mêmes marchés. Et on a également des expansions dans de nouveaux secteurs, plutôt sur le spécialiste, sur des niches telles que donc, data centers, ou e-gaming, ou même les casinos avec Vichy Properties. Concernant les avantages et inconvénients, avantages, comme je vous l'ai énoncé, on a des flux de trésorerie qui sont prévisibles et qui sont stables. Ça, c'est un excellent point, c'est hyper important. Nous avons généralement des baux longs, hein, sur de longues durées, entre 10 et 15 ans. L'objectif, c'est de sécuriser au maximum ces cash flows. Troisième point, on a une faible implication opérationnelle, on a une diversification qui est sectorielle et qui est géographique. Ça, c'est des points importants à regarder, notamment sectorielle en fonction du locataire, et ne pas être dépendant à une activité. Et une protection contre l'inflation. Pourquoi? Car on a souvent des indexations et des révisions liées au CPI, donc à l'inflation. Concernant les inconvénients, on a évidemment une sensibilité au taux d'intérêt. On a une dépendance, ça c'est extrêmement important. Il y a peu de monde, je trouve, qui le mentionne, mais c'est vraiment crucial. On a une dépendance à la qualité du locataire, comme on a vu, si on est sur un tenant invest great ou non. On a également un risque de vacances à long terme. Et lorsqu'aujourd'hui on a quand même de belles signatures en tant que locataire et que ça se passe bien et qu'entre-temps le locataire s'est développé et qu'il peut toujours payer son loyer, généralement on arrive toujours à un renouvellement et on l'espère en tout cas du point de vue du bailleur à la hausse. On est également en concurrence avec les T-bonds en période de taux élevé. En effet, aujourd'hui, pourquoi je devrais investir dans une foncière qui me rapporte 5% de rendement, sachant que par exemple j'ai une obligation, hein, c'est considéré comme l'investissement le plus sûr qui me rapporte par exemple 4. Est-ce que ce petit delta, ce spread de 1%, est-ce que c'est vraiment significatif? Voilà. Comme d'habitude, il y a toujours il y a toujours les pour et les contre. C'est ce que je vous annonçais, voilà, une pression face aux T-bonds qui sont supérieurs à 4%. On a également des risques de récession qui vont impacter forcément les activités des locataires en question, mais ça va dépendre des activités. Lorsqu'on est par exemple sur des locataires, par exemple sur la partie pharmacie, bon, a priori il y aura toujours besoin de médicaments. Lorsqu'on est vraiment sur du parti discount, en général même l'activité augmente sur ce genre d'enseigne. Donc ça va dépendre pleinement de l'activité en question. Donc on va commencer évidemment par Realty Income, la foncière la plus connue à ce jour. Concernant le profil du management, c'est quelque chose que je regarde constamment, c'est extrêmement important de connaître le management, comment il gère l'entreprise. Bon, doyen du secteur, 56 ans d'histoire, Realty Income c'est quand même la foncière de référence, management qui est très conservateur et expérimenté, modèle de consolidateur mondial du netlist de haute qualité. Alors de haute qualité, on a vu que les locataires sont pas non plus fantastiques, qu'on soit très clair. C'est bien d'avoir un esprit critique, mais ça reste une magnifique boîte. Et je rappelle encore une fois, je l'ai au sein de mon portefeuille. Historique d'exécution sur des transactions qui sont complexes, on a également pas mal d'absorption lorsqu'on a une taille qui est significative. Évidemment, on va chercher la croissance, et notamment via la croissance externe avec de l'acquisition sur d'autres foncières. On a également une stratégie, comme mentionné, d'expansion. Donc on a une partie États-Unis, très bien. On a une partie qui se développe fortement en Europe. Pour ma part, je ne vois pas trop l'intérêt. Je préfère qu'ils se concentrent sur leur marché aux États-Unis.
et qui sont vraiment leaders, qui dominent pleinement aujourd'hui ce marché en question, qui est pour moi un potentiel de qui est plus important qu'en Europe. Concernant la partie donc discipline financière, donc on a des émissions d'actions via le programme donc ATM lorsque le cours est favorable. En effet, lorsqu'on est sur des plus hauts, ça peut être intéressant sur la foncière, d'émettre des actions en circulation pour pouvoir se refinancer derrière et que la foncière puisse se développer. En revanche, lorsqu'on est sur des cours très faibles, c'est le cas par exemple en Europe, si la foncière à ce moment-là émet des actions, elle va détruire de la valeur. Donc il faut attendre gentiment que la foncière refasse des plus hauts pour émettre éventuellement des actions en circulation. On a des programmes d'achat qui sont modestes quand le cours est jugé trop bas. Ça va dépendre de la stratégie. On a certaines foncières comme Rexford qui préfèrent aujourd'hui ne pas faire de rachat d'actions car ils estiment en tout cas la partie que si cet argent il injecte dans le développement de la structure, en fait le TRI pour l'investisseur sera beaucoup plus important. Donc encore une fois, il faut faire confiance au management. Focus récent sur des investissements à plus haut rendement, notamment pour compenser donc, le contexte de taux. Mais attention, lorsqu'on a des rendements plus hauts, c'est généralement moins qualitatif. Et concernant aujourd'hui la guidance sur les AFFO, donc Adjusted Fund from Operation, en 2025, on sera entre plus 1 et plus 2, donc c'est plutôt faible dans l'ensemble. Concernant l'exposition macroéconomique, donc bonds proxy, donc la taille et le rendement élevé, rendent aujourd'hui le cours sensible, c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, avec les obligations, notamment d'État, donc les OAT par exemple. Protection contre les récessions, la majorité des locataires sont plutôt du value et essential, comme je mentionnais, la partie discount, la partie pharmacie, la partie garage automobile, voilà. C'est bien d'avoir aujourd'hui un petit portefeuille défensif. Ça résiste très bien les commerces, contrairement aujourd'hui sur les centres commerciaux, ça souffre mine de rien. Et encore une fois, ça dépend lesquels. Et pour moi, le principal défi, c'est la concurrence entre, d'un côté, donc la dette sans risque, et le rendement de Realty Income. Rendement Realty Income entre 5 et 6, et T-Bonds, voilà, un petit peu à 4, on est aux alentours de 4, je viens de vous dire. Est-ce que ce petit delta, ce spread quasiment de 2, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir sur Realty Income? Voilà, telle est la question. Maintenant, on va passer aux 3 autres, principalement donc ADC, donc on est sur une agilité sur le développement, donc management stratégique, leadership, une vision plutôt opportuniste. On est sur du triple plateforme, il s'appelle ça. Donc la partie acquisition, la partie développement, et on va avoir la partie donc DFP, qui veut dire développement, financement, promotion. Donc cofinancement avec un développement pour le compte de tiers. On a également donc un investissement, c'est un record encore une fois, l'investissement dépend de la taille de la foncière en question. Nous sommes quasiment à 375 millions de dollars au T1 2025. Concernant les points clés de cette foncière, je rappelle, on est vraiment aujourd'hui sur des locataires, sur des tenants top qualité, sur de l'investment great, endettement qui est très faible, croissance FFO qui est au rendez-vous, 3-4 attendu, donc c'est légèrement supérieur aujourd'hui à Realty Income, et résistance face justement à la récession avec justement l'effet trade down. Qu'est-ce que c'est que l'effet trade down? Alors qu'est-ce que c'est que cet effet? En effet, aujourd'hui, lorsqu'on va arriver en période de récession, les ménages vont réduire leurs dépenses en optant pour des produits ou des services qui sont moins chers et plus basiques. Par conséquent, ils vont chercher des marques et des enseignes plutôt discount, telles que voilà, Lidl en France, on a Dollar General aux États-Unis par exemple, Action, je vais vous dire, et bon nombre aujourd'hui de ce type de locataires sont au sein de ADC. Point de différenciation majeure, donc on a une agilité financière, on est bien sûr de l'innovation, on a une partie également DFP qui permet aujourd'hui de saisir diverses opportunités sur le marché, même en période difficile. Donc on a une croissance qui n'est pas si mal que ça, 3-4, sur aujourd'hui une foncière de qualité avec des locataires investment grade, c'est pas mal du tout. Mais ça se paye cher. Concernant EPRT, on est sur plutôt une foncière value add. C'est-à-dire on va avoir un peu plus de risques, mais on va avoir d'un côté beaucoup plus de rendement. Donc une IPO récente depuis 2018, focus sur des locataires à entrepreneurs franchisés, donc on est sur quelque chose de moins qualitatif, on va être très clair. Par contre, on est sur du sell-back avec un rendement élevé entre 7 à 8%. Diversification extrême avec des pertes minimes à 0,3%. Concernant les points clés, évidemment, qui dit foncière entre guillemets de moins bonne qualité vis-à-vis des locataires en question, qui dit une croissance donc supérieure avec des FFO. Encore une fois, c'est FFO. Nous, ce qu'il faut qu'on regarde absolument, c'est les FFO par share, par nombre d'actions en circulation. Donc on serait quand même à plus 8% en 2025, c'est excellent.
Un pipeline d'actifs donc à 237 millions sous LOI. Tout ce qui est equity, qu'est-ce qu'on dispose aujourd'hui? Ils ont quasiment 410 millions de fonds donc disponibles, c'est quand même conséquent vu la taille de la structure, et une capacité d'investissement quasiment 1,5 milliard d'euros. Concernant la petite dernière, notre petite NetREITs, encore une fois, je suis investi dans celle-ci, comme dans Realty.com. Le management, on a un management qui est quand même assez sélectif aujourd'hui. On est sur une petite structure, 2,3 milliards de capi à ce jour, là où je tourne la vidéo. On a une rotation qui s'est passée suite au T1 2025 avec les droits de douane, donc c'est bien, on travaille bien son portefeuille. Il y a bien aujourd'hui un travail d'asset management. Tout ce qui est acquisition, on cherche vraiment la qualité, absolument. On a quand même 16,7% de yield moyen, c'est quand même pas mal du tout. C'est un petit peu, je viens de vous dire, l'approche, c'est la petite, c'est Realty.com Junior, entre guillemets, mais avec pour moi des locataires de meilleure qualité. On a quand même 55% de locataires investment grade, comme on avait au préalable sur des anciennes vidéos. Realty.com, on est plutôt aux alentours du 30%. Quasi absence de vacances, évidemment, on est sur une petite structure, donc on a normalement, a priori, si elle est bien gérée, très peu de vacances locatives. Et on a un focus sur les pharmacies et les enseignes discount. Et comme mentionné, donc OPRT, on est rendement supérieur, on a une très grosse croissance, une discipline, une bonne acquisition. Le seul bémol, c'est voilà, on est des locataires de moins bonne qualité. Croissance et FFO entre 8 à 10. On a vu Agri, Realty ont été entre 3 et 4. Et Realty Income, on était entre 1 et 2. Net rates, pareil, on va être entre 1 et 2. En revanche, ça se paye très peu cher. Juste avant qu'on passe à la suite, donc voici aujourd'hui donc, le cours de bourse donc, de Realty Income. On va juste reprendre gentiment. La courbe bleue aujourd'hui, donc la bleue, je vais enlever la rose que sinon ça va vous embêter. Voilà. La bleue, en grosso modo, c'est la valorisation moyenne de cette foncière. Lorsqu'on est en dessous, a priori, on est sous-valorisé. Donc c'est depuis 2007, même 2006. Aujourd'hui, on paye ça à peu près 13,47 fois. Normalement, ça se paye aux alentours de 17 fois. Donc on va dire on est un petit peu sous-valorisé. Le problème étant de cette foncière, c'est qu'on a quand même très peu de croissance. On a a priori 2% de croissance pour 2025, 2027. Voilà, ça ne bouge pas trop. On a toujours un dividende qui augmente. Par contre, voilà, une très faible croissance. Comme mentionné, on paye une entreprise par rapport à sa croissance future. Donc voilà, on paye ça pas très cher parce qu'il ne faut pas s'attendre non plus à une croissance à 2 chiffres. Concernant Agri Realty, donc ADC. ADC, on est a priori donc au-dessus de sa valorisation moyenne depuis 2006. On est aujourd'hui quasiment à 17 fois. Normalement, ça se paye 15,45 fois. Donc ça se paye un peu cher. En revanche, on aura une meilleure croissance. A priori, c'est entre 4 et 5% sur les prochaines années, avec évidemment une croissance du dividende. Concernant EPRT, on paye ça aujourd'hui 17 fois. La moyenne, c'est que seulement depuis 2018, donc la moyenne, c'est pas non plus, vous avez compris ce que je veux dire, on n'a pas un track record qui est très important. On paye ça quasiment 19 fois. Par contre, on va avoir une croissance qui est plus importante, à hauteur de 8%, et on a également une croissance du dividende. Concernant la petite dernière, donc c'est Net Rates, pareil, on a un track record qui est très faible avec un IPO qui date seulement de 2021. On paye ça 13 fois. 13 fois. Moi, je l'ai payé aux alentours de 12, je crois. 12 ou 11. Donc, plutôt peu cher face aux autres. Par contre, voilà, on a une croissance qui est modérée. 3, 2 et a priori 5, 2027. Donc, quand même 2 ans, c'est compliqué de faire des projections sur 2 ans. Mais a priori, voilà, on a une croissance qui est entre 3 et 2% et un dividende qui augmente légèrement. Tout ce qui est lié à la comparaison à la structure financière et l'endettement, c'est quand même des points qui sont importants. Donc l'entreprise la plus endettée à ce jour, donc c'est Realty Income avec 5,8. Et encore une fois, c'est plutôt faible, je viens de vous dire. En dessous de 5, on est vraiment très bien. On est, je trouve, voilà, au-dessus de 6, 7, ça commence à être critique. Voilà. Au-dessus de 8, il y a quelques foncières qui se permettent de s'endetter pour vraiment générer la croissance. On est par exemple sur des boîtes telles que Wash Depot, telles que Argan, parce qu'on est sur la logistique. Mais sur des net rates, pour moi, voilà, 5-6 maximum. Donc, celle la moins endettée, évidemment, c'est ADC. Après, on a EPRT avec 4,7 et net rate 5. Petite structure, évidemment, qui est obligée de s'endetter pour pouvoir créer la croissance. Concernant le coût du capital le moins cher, alors là, j'ai marqué 4,5. Alors, j'ai trouvé des documents, il est marqué 4,5, d'autres un petit peu moins. Pour moi, celle qui a le coût de capital le moins cher, ça va être Realty Income parce qu'elle a le meilleur score. Donc je crois qu'on est autour de 4. Et après le reste, ça se suit. Et celle qui a le coût de capital le plus élevé, c'est Net Rate, pesée structure. Et on est sur du triple B, sur le credit score.
Concernant, les actions, donc on peut c'est quand même assez cher, hein, dans l'ensemble. Évidemment la qualité c'est un prix, comme on a vu sur Facegraph, parce que j'ai fait les slides il y a un petit moment, hein, enfin un petit moment, il y a juste, peut-être une semaine ou 2 semaines, mais entre temps, la bourse ça évolue tous les jours. Donc je vous ai mis Facegraph, puis là aujourd'hui c'était les données que j'avais au moment T et également, le spread. Concernant la capacité d'investissement, évidemment, Realty-Income, bon, vu la structure, 3,2 milliards, ce qui est conséquent. Et à côté, la petite louloute, hein, 0,5 hein, milliards, 500 millions. Donc, on est quand même sur des niveaux d'investissement qui sont quand même très différents. Concernant l'exposition macroéconomique et la partie donc sensibilité au taux d'intérêt. Donc Realty-Income est quand même assez sensible, on a une valorisation qui est aux alentours, on a vu hein, légèrement en dessous de 18 fois, c'est à peu près à 16 fois donc le price FFO. Évidemment que c'est sensible au taux long et on a des rendements donc aux alentours qui sont plus élevés en Europe, aux alentours de 7% avec une partie gaming. Donc oui, c'est quand même une boîte qui est assez sensible, notamment au taux d'intérêt. ADC et EPRT, je vais vous dire un peu moins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est sur une structure en termes bilanciels qui est quand même très bien gérée, très peu de dettes et des locataires juste topissimes et avec une partie donc DFP comme on a vu tout à l'heure et également supérieure. EPRT, on a une croissance qui est juste impressionnante, on est 7 à 8%, donc l'impact est venir un petit peu moins importante. Par contre, pour Netrate, là c'est la douche froide, je viens de vous dire, on est déjà très peu cher, ça c'est le premier point, reflétant déjà des taux élevés, je viens de vous dire, hein, déjà elle est un petit peu pricée par le marché, généralement c'est pas pour rien. Stratégie de recyclage des actifs, bon ça c'est pas mal plus, c'est intéressant, et on a à peu près comme Realty-Income, avec des locataires de meilleure qualité, voilà, c'est le seul petit plus. Concernant la résilience en période de récession, pour moi, c'est Netrate. On a quand même des locataires de qualité, comme on l'a vu, investment grades, sur la partie donc pharmacie et partie discount. Donc ça, c'est très bien. Quasiment aucune vacance locative. EPRT, on a des locataires de moins bonne qualité, croissance, mais donc en période de récession, EPRT va être impacté. ADC, on a des locataires pareil comme Netrate, investment grade à 67%, et on a une partie qui est discount, donc rien à redire sur ce point-là. Et Realty-Income, on est quand même sur un portefeuille défensif. Mine de rien, Realty-Income a connu de nombreuses crises. À chaque fois, ils ont réussi aujourd'hui donc, à gérer chaque crise, chaque événement. Donc je ne m'inquiète pas trop pour cette foncière, même si on peut avoir des cours de bourse qui peuvent chuter de plus de 40%. C'est quand même important d'avoir ça en tête. Donc concernant la petite synthèse, le petit score, recommandation, encore une fois, je ne suis absolument pas conseiller, je viens de vous dire, en gestion de en gestion de patrimoine. Donc libre à vous de creuser davantage dans le détail. Je rappelle quand même que j'ai tourné quasiment en tout 6 épisodes. J'ai quasiment tourné, donc ça c'est la partie 4, mais en tout j'ai tourné 6 épisodes sur ces 4 foncières. Donc vous aurez quand même de quoi... vous avez quand même pas mal de data. Hein. Vous avez quand même, pour définir votre investissement parmi ces 4 foncières, on aura vraiment creusé, selon moi, hein, toutes les parties qui sont importantes à connaître avant d'investir. Donc EPRT, vous avez compris, c'est un profil de croissance. Vous voulez de la croissance, allez-y, c'est parti. Plus 8%, même sur les prochaines années, on est quand même bien au-dessus des 3 autres. ADC, on est plutôt sur la partie donc, défensif avec des locataires premium. Et on est entre mi-croissance et je vais vous dire, défensif. Voilà, très belle foncière. Realty-Income, pour moi, c'est la partie stabilité, avec une expansion mondiale. On est vraiment sur une taille qui est très importante, un track record pareil. Ça fait quasiment plus de 25 ans, 30 ans, je crois. Donc, rien à redire encore sur cette foncière. Voilà, c'est vraiment la foncière à avoir en fond de portefeuille. Et la petite dernière, c'est plutôt la partie value, partie valeur, value. C'est on paye ça plutôt peu cher, peu de croissance, mais on est quand même sur de la qualité. En tout cas, la vidéo donc touche à sa fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.